Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc nous avions attaqué le problème de la mesure et nous allons parler de l'interprétation probabiliste. Alors l'amplitude quantique permet de calculer une probabilité. Soit la probabilité pour qu'un état donné soit mesuré comme étant dans un autre état, par exemple la probabilité que l'état psi d'une particule correspondent à une position précise qu'on peut mesurer, décrit par un état X, soit la probabilité de mesurer un vecteur propre donné pour un observable. La probabilité est donnée par le carré du module de l'amplitude. On l'avait vu dans les bases de la mécanique quantique. Par exemple, la probabilité d'être dans l'état A est donnée par A psi, l'amplitude, le module au carré. Donc on avait vu cela. Comme autre exemple, x psi n'est rien d'autre que la fonction d'onde psi de x, et c'est aussi le coefficient pour chaque position de la décomposition de l'état psi sur la base x. Et la base x est le spectre de l'opérateur position. Ainsi, la probabilité, plutôt la densité de probabilité, puisque les positions sont continues, la probabilité de trouver la particule en x, c'est-à-dire l'état x, est donc psi x carré. La relation entre amplitude et probabilité est au cœur de cette interprétation. On ne cherche pas à comprendre dans cette interprétation la raison de cet aspect aléatoire. On se contente d'une approche instrumentale et de constater cet aspect aléatoire. On dispose par exemple d'un système macroscopique qui est constitué d'un très grand nombre de systèmes microscopiques, tous dans l'état psi, et on effectue des mesures dessus. Ou bien on effectue successivement un grand nombre de mesures sur tous les systèmes microscopiques, tous préparés dans l'état psi. Dans ce cas, la valeur mesurée est une moyenne donnée par des considérations statistiques et utilisant ces règles de probabilité. Cette interprétation instrumentale est la plus simple à expliquer, c'est la plus pragmatique, bien qu'elle ne cherche pas à décortiquer le mécanisme de ces probabilités, ainsi que d'autres aspects compliqués, comme la limite entre les comportements quantiques et classiques. On se contente de le voir. On a un système microscopique, on le mesure avec un dispositif, un appareil qui, lui, est macroscopique et obéit aux lois de la physique classique. C'est habituellement cette interprétation qui est présentée dans les cours de mécanique quantique, sans même la nommer. Souvent, elle est simplement présentée comme faisant partie du formalisme. Donc, on décrit tout le formalisme en mécanique quantique, y inclut ce qu'on vient de décrire ici. C'est ce que nous avions vu dans les bases de la mécanique quantique. Et il y a plusieurs raisons de faire ainsi. Alors, premièrement, parce qu'elle est simple. On commence toujours par expliquer le plus simple avant de compliquer les choses. Deuxièmement, lorsqu'on introduit la mécanique quantique à l'aide d'expériences, par exemple l'expérience de Young, comme nous avions fait, c'est l'explication qui vient le plus naturellement.
car la description de ces expériences est au départ basée sur des considérations statistiques. Par exemple, la répartition des impacts des électrons qui dessinent une figure d'interférence. On a tous des impacts et par un calcul statistique, on fait correspondre une courbe d'intensité, nombre d'impacts, une courbe continue qui donne une figure d'interférence. Troisièmement, les cours de mécanique quantique sont habituellement donnés dans un but pratique, c'est-à-dire pour un usage en laboratoire ou dans l'industrie. On forme des étudiants qui vont devenir des physiciens dont beaucoup travailleront en laboratoire ou des ingénieurs dont beaucoup travailleront dans l'industrie. Et où ils peuvent être amenés à travailler ou développer des systèmes basés en partie sur la mécanique quantique. Dans ce cas, une approche pragmatique basée sur la mesure est la plus utile. Quatrièmement, elle suffit, cette interprétation, à expliquer et à interpréter toutes les expériences pratiques, même si le caractère probabiliste reste totalement mystérieux. Qu'est-ce qui provoque l'issue de tel ou tel résultat? Le fait est que dans cette interprétation, on s'en fout. On a des résultats, on peut faire des calculs statistiques, on a des probabilités, et cela suffit. Cinquièmement, elle évite d'introduire le moindre élément supplémentaire à caractère philosophique, ce qui est souvent considéré comme inutile ou nuisible pour une formation pragmatique. Cette interprétation est dite positiviste et non réaliste. Positiviste, ça signifie qu'elle se base sur la seule chose qui est accessible à l'expérience, c'est le résultat des mesures, accessible directement ou indirectement, quelque chose qui influence les mesures. Le résultat des mesures avec des instruments. Elle se refuse à aller au-delà. Ce qui ne peut pas se mesurer n'existe pas pour un positiviste pur et dur. Ou du moins, est sans intérêt et inconnu. Sans intérêt, puisqu'il n'y a pas d'influence directe, ni même indirecte, sur le résultat de la mesure. Elle est non réaliste, non réaliste dans le sens qu'elle n'examine pas la réalité physique qui se cache derrière les probabilités ou la fonction d'onde. La fonction d'onde est-elle l'image plutôt directe de quelque chose de physique réellement réparti dans tout l'espace, comme une onde, ou n'est-elle que la représentation mathématique, les probabilités, entre autres, d'un comportement plus complexe sous-jacent? Cette interprétation ne se prononce pas et elle s'y refuse. Elle s'y refuse parce qu'elle ne peut pas le vérifier. Si elle savait le vérifier, ce serait mesurable. Si ce n'est pas mesurable, ce n'est pas vérifiable, donc c'est inutile dans cette interprétation. Elle se contente donc du formalisme mathématique et pas de la réalité que ce formalisme décrit, quelle que soit sa forme. Dans cette interprétation, donc cette interprétation est très proche de l'interprétation dite de Copenhague, qu'on verra bientôt. Ces questions sur l'interprétation et sur le sens des probabilités et la fonction d'onde se sont posées dès les débuts de la physique quantique. Dès que le formalisme a été en place, les confrontations à l'expérience,
Donc très très tôt, les physiciens se sont posé des questions. Et en particulier ceux de l'école dite de Copenhague, qui sont justement ceux qui ont élaboré ce formalisme, notamment Bohr, on y reviendra. On en reparlera bientôt. Alors, notons que le mot interprétation est ici un peu abusif. Et comme je l'ai dit dans les cours, souvent ce mot n'est même pas employé. On présente le formalisme, il inclut ces aspects. Et c'est tout. Et il est un peu abusé dans la mesure où en réalité, rien n'est réellement interprété. Tel que le sens physique de la fonction d'onde, par exemple. On se contente de la fonction d'onde de ce formalisme mathématique. On a juste un ensemble de règles techniques pour relier le résultat des mesures au résultat technique. Elle donne toutefois une traduction entre le formalisme quantique et les mesures classiques. On peut donc, au moins dans ce sens restreint, la qualifier d'interprétation, au moins minimaliste. Mais c'est la base dont on doit toujours partir, même pour des interprétations plus élaborées ou plus exotiques. Parce que c'est la base la plus simple et qu'elle est en accord avec l'expérience. Un dernier aspect de cette interprétation est très important et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Nous parlerons de la réduction de la fonction d'onde. Je vous remercie.